Les impatientes chapitre 5. Mes rêves n'ont pas duré longtemps. Quand oncle Ayatou a informé mon père que le plus grand partenaire dans les affaires avait demandé ma main et qu'il la lui avait accordée, celui-ci non seulement s'inclina, mais il le remercia chaleureusement. En effet, Ayatou, le plus riche de la fratrie, veillait au bien-être de la famille et pour cela il était respecté. Il ne lui serait jamais venu à l'idée de s'opposer à une décision de son frère concernant l'un de ses propres enfants. Je n'étais pas que la fille de mon père, j'étais celle de toute la famille, et chacun de mes oncles pouvait disposer de moi comme de son enfant. Il était hors de question que je ne sois pas d'accord. J'étais leur fille. J'avais été élevée selon la tradition, initiée au respect strict que je devais à mes aînés. Mes parents savaient mieux que moi ce qu'il me fallait. Ma mère fut chargée de m'annoncer la nouvelle. J'avais bien remarqué que, pendant la soirée, elle ruminait quelques soucis. Elle attendit tard dans la nuit que la conversation fût plongée dans le noir pour me réveiller doucement. Elle ne tenait pas à ce que notre conversation tombe dans des oreilles indiscrètes. Ses coépouses rivales acharnées n'attendaient que l'occasion de repérer ses faiblesses. Il ne fallait pas que celle-ci se doute qu'elle ou ses enfants avaient des ennuis. Il ne fallait pas non plus leur donner matière à éveiller leur jalousie, au risque de les voir se précipiter chez le marabout le plus proche afin de défaire rapidement leur nouveau bonheur. La gravité de son visage me fit craindre le pire et je me levai immédiatement. Mais que se passe-t-il? Rien de grave. Bien au contraire, rien que du bonheur. À l'âme du Lilali, ta bonne fortune se réveille. Enfin, je pourrai relever la tête avec fierté et cela, grâce à toi. Enfin, ma dignité est assurée. Mais je ne suis pas si surprise. Je savais que tu devais avoir une vie exceptionnelle. Quoi donc? Ton oncle Ayatou a accordé ta main à un autre. Tu n'épouseras plus Aminou, ton père te le fait savoir. Qui sait? Aladji Issa, l'homme le plus important de la ville. Tu gagnes au change. Ma seule inquiétude, c'est qu'il a déjà une épouse. J'aurais voulu t'épargner la polygamie, moi qui en souffre tous les jours. Mais de toute façon, si tu ne trouves pas une femme en entrant dans un foyer, tu es rattrapé par une autre fatalement tôt ou tard. Mieux vaut finalement en trouver une que d'en attendre une autre. Une nouvelle qui fera pâlir d'envie et de jalousie plus d'une dans ce repère de Louvre. Il me faut déjà penser à te protéger de tes sorcières de Marat. Mais Didi, je ne le connais pas. Lui, il te connaît. Apparemment, il a beaucoup insisté pour t'épouser. Ton père en est très fier, tu sais. Mais j'aime Aminou. C'est avec lui que je veux me marier. L'amour n'existe pas avant le mariage, Ramla. Il est temps que tu redescendes sur terre. On n'est pas chez les Blancs ici, ni chez les Hindous. Tu comprends pourquoi ton père ne voulait pas que vous regardiez toutes ces chaînes de télé. Tu feras ce que ton père et tes oncles te diront. D'ailleurs, as-tu le choix? Épargne-toi des soucis inutiles, ma fille. Épargne-moi aussi, car ne te leurre pas. La moindre de tes désobéissances retombera invariablement sur ma tête. Elle continua longuement sur ce ton, essuyant de temps à autre ses yeux alors que je pleurais éperdument, étouffant le bruit de mes sanglots dans l'épaisseur de mes pagnes. Inutile de te mettre dans cet état. Je te le répète, tu as de la chance et moi aussi. Crois-en mon expérience de femme. Tu es trop jeune pour comprendre l'importance d'une telle alliance. Dans un mariage, on ne recherche pas que l'amour. Le plus important pour une femme est d'être à l'abri du besoin. Protégée, adulée. Au-delà de l'homme, c'est d'abord le père de tes futurs enfants que tu dois voir en un éventuel époux. Sa noblesse, sa famille, son comportement, sa situation sociale. Essuie donc tes yeux et retouche-toi. Prie plutôt Allah. Il trouve les meilleurs desseins et surtout, garde-toi de montrer le moindre signe de déconvenue en présence des autres femmes de la famille. Si ton destin est de l'épouser, tu n'y échapperas pas. Si ton destin est autre, là encore, tu n'y peux rien changer. Tout est entre les mains du Créateur. Prions pour qu'il t'accorde le meilleur. Quelques jours après cette annonce, mon oncle Ayatou me fit appeler pour que je rencontre cet homme qui m'avait apparemment aperçu lors du défilé scolaire de la fête de la jeunesse et avait décidé de faire de moi sa seconde épouse.
Il prit place sans façon dans le salon de mon oncle. Vêtu d'une riche gandoura aux broderies tape à l'œil, il incarnait l'opulence. Il n'arrêtait pas de sourire et me dévisageait sans gêne. Je m'assis loin de lui, à l'extrémité du tapis et gardai la tête baissée. Pas une fois je ne levai les yeux pour le regarder. Au-delà de la bonne éducation qui exigeait de moi que je me retienne, il y avait en moi ce désir de révolte refoulé. Je ne l'avais pas choisi. On ne me laissait pas le droit de l'accepter ou de le refuser. Il était donc inutile qu'il me plaise ou non. Et cette entrevue n'avait pour but que sa propre satisfaction, qu'il puisse me contempler à son aise et confirmer ses premières impressions furtives. Je gardai le mystisme et ne répondis à ses questions en ne disant rien. Il en fallait certainement plus pour entamer sa motivation car il parlait bien pour deux. Ces jeunes qui te font la cour, engagea-t-il, ne sont que des voyous. Ils boivent, ils fument, ils se droguent. Au moins avec moi, tu seras une grande dame et tu auras tout ce que tu désires. Tiens, je t'emmènerai à la Mecque cette année et comme tu es aussi instruite, tu viendras avec moi lors de mon prochain voyage en Europe. Le mariage se fera rapidement. J'aurais voulu plus tôt encore, mais je comprends que tu désires terminer l'année scolaire. Tu es en terminale, c'est très bien. Tu es une intellectuelle que je pourrais présenter lors des cérémonies officielles. Tu me feras honneur, c'est vraiment bien. Il continua longtemps son monologue. Il ne me demandait pas mon avis. Il lui était inimaginable que je puisse ne pas vouloir l'épouser. Oui, ce était inconcevable. Quelle fille oserait refuser un homme aussi important? L'affaire était entendue. Il en avait discuté avec mon oncle. Le reste n'était que pure formalité. Il y a une phrase qui attire mon attention. Il continua longtemps son monologue. Il ne me demandait pas mon avis. Il lui était inimaginable que je puisse ne pas vouloir l'épouser. Et oui, il lui était inimaginable de pouvoir concevoir qu'elle ne puisse pas vouloir l'épouser. Vous voyez comme l'homme est égoïste. Cela veut dire que il ne pense même pas au bien-être de cette fille-là. Il ne pense pas si elle a des sentiments pour lui. Comment il va faire pour l'amener à l'aimer lui? Non, il s'en fout de ça. C'était ce que lui, il ressentait qui importait. C'est-à-dire que dans ce genre de mariage-là, la fille n'a pas de décision. C'est comme si elle n'avait pas de pensée, comme si elle ne devait pas décider de quelque chose. Elle ne faisait que suivre l'homme. C'est lui qui décidait de tout. Il ne pensait pas à ses sentiments. C'est-à-dire que tu rentres dans ce genre de mariage-là, le cœur vraiment serré. On ne pense pas que tu es aussi un être humain qui a le sang qui coule dans tes veines. Non. On t'impose quelqu'un qui vient, qui est égoïste, qui ne pense qu'à lui. C'est-à-dire qu'il ne cherche même pas à la connaître. Il ne fait que parler pour deux, sans s'inquiéter qu'elle reste timide et calme. Il ne parle que pour les deux. Il fait des prévisions pour les deux. Waouh! Je me demande cette manière de faire là. Était-ce vraiment bien pour nous, les femmes? Car c'est ce qu'on nous répétait. Et ce que nos parents répétaient à nos mamans. Oui, c'est ce qui est bien pour toi. Tu as un homme qui est nanti, qui prendra soin de toi. Mais il n'y a pas seulement que l'argent qui fait tout dans un mariage. Car on peut être milliardaire et souffrir, pleurer chaque nuit dans son lit et maigrir à vue d'œil, avoir mal au cœur. Et on peut être pauvre et vivre dans l'amour, dans un grand bonheur. Alors, peut-être que c'est quelque chose qu'on doit méditer. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce que l'argent fait tout? Est-ce que pour être heureux dans un mariage, il faut forcément marier quelqu'un de nanti? C'est quelque chose à méditer. Car je pense que beaucoup de mariages entre personnes riches n'a pas aussi vraiment bien fonctionné. C'est vrai que l'amour dans un mariage peut venir après, mais cela dépend de la manière dont la personne te prend. C'est-à-dire que si la personne a des manies, la personne s'intéresse à toi, la personne te fait savoir que tu es important au fur et à mesure avec son comportement, sa manière de se comporter, l'amour peut venir. Mais quand je vois ce genre de mariage-là, je sens que ce monsieur, il a l'air d'être égoïste. Enfin, on n'est pas encore arrivé loin dans ce roman-là, mais c'est l'impression qu'il donne. Avec aussi le résumé que nous avons lu, on sent déjà que ça sera quelque chose qu'il n'y aura pas vraiment de repos pour elle. Ça serait un mariage où il n'y aura vraiment pas de repos. Car l'homme semble être égoïste,
La coépouse aussi est déjà arrêtée sur certains... Elle a déjà ses pensées. Elle se dit que elle va lui faire voir de toutes les couleurs. Je suis bien triste pour elle et je me dis, ah, ma pauvre Lucette, bonne chance et on verra par la suite comment ce mariage-là se comportera. Et vous, que pensez-vous de ce mariage forcé? J'aimerais que vous interagissiez dessus afin qu'on puisse savoir qu'est-ce que la majorité des personnes qui liront ce roman pensent des mariages forcés et de la manière dont maintenant nous faisons, nous, la jeune génération. Nous qui, lorsque nous aimons, nous allons avec quelqu'un, nous nous marions. Qu'est-ce qu'on pense de cela? Est-ce que le mariage forcé était vraiment bien pour nous? Ou bien, est-ce que nous souffrons maintenant qu'il n'y a plus de mariage forcé parce qu'il y a assez de personnes aussi qui rentrent dans la maturité de l'âge et qui restent encore célibataires? Qu'en pensez-vous? Sur ce, je vous dis à très bientôt. C'est peut-être pas évident qu'on puisse lire tout ce roman ensemble. Donc, je vous demande déjà de chercher à vous procurer ce roman qu'on trouve en vente dans les librairies, Les Impatients de Djaïli Amadou Amal, afin de pouvoir savoir de quoi parle ce roman, de pouvoir savoir comment l'histoire va se terminer. C'est clair que même si je ne vais pas lire toutes les pages de ce roman avec vous, je vous ferai bien évidemment un résumé de ce livre. Sur ce, je vous souhaite une excellente lecture et vous invite encore une fois à vous procurer ce roman qui a l'air d'être très intéressant. Bye!